On est en direct sur KTB Radio, vous êtes avec Angélique et Scott, on est donc à la Pastille 11, rue Henri Peuzin, et nous sommes donc avec Catherine Romanin, artiste plasticienne, voilà, qui va nous décrire un petit peu sa discipline, son parcours, son art singulier. Donc on va lui laisser la parole. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors je viens du Vaucluse, voilà, donc je travaille en tant qu'artiste depuis de nombreuses années, de manière plus prononcée depuis moins longtemps, parce que j'ai arrêté mon boulot d'enseignante en art plastique, donc j'ai beaucoup plus de temps. Et oui, donc je me sens très proche de la nature. Donc je pars très souvent autour de la maison dans laquelle j'habite, qui est en pleine montagne. Et je regarde énormément, j'entends, j'observe les traces, les herbes qui bougent au vent, les insectes qui viennent butiner les fleurs, qui récoltent le pollen. Et tout ça, c'est la source c'est un prétexte à la création. Ça ne veut pas dire que je reproduis, mais ça veut dire que je m'imprègne de ces choses-là pour m'alimenter, on va dire, pour alimenter mon travail. Et donc je m'intéresse à l'idée de passage, en fait, de passage d'un état à un autre. Et ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est au-delà de la vision première. Donc je mets des dispositifs en place qui vont interroger ces perceptions-là, des perceptions qui peuvent, dans un premier temps, nous paraître, par exemple, une œuvre qui peut paraître très lourde, et puis quand on s'approche, en fait, on se rend compte qu'elle est épinglée au mur. Donc du coup, on se remet en question dans ce qu'on a perçu. Et tout mon travail va s'axer là-dessus, quoi, sur ces impressions qui sont souvent faussées par notre vision. Donc il faut aller au-delà de ça pour s'approcher d'une vérité. Et je crée des dispositifs où je mets le public dans des dispositions physiques et sensitives qui va lui permettre d'approcher cet état de connexion avec lui-même, cet état de vérité, parce que je recherche une vérité, la vérité que chacun a à l'intérieur de soi. Voilà, après je peux vous parler de peut-être quelques références qui me viennent à l'esprit. Donc il y a un artiste qui s'appelle Joseph Beuys, qui me touche par l'utilisation qu'il fait des matériaux et par rapport au pouvoir qu'il confère à ces matériaux. Et pour la petite histoire, il y en a qui doivent savoir, cet artiste a eu un accident d'avion, c'était en Mongolie, et il a été soigné et sauvé de la mort par les autochtones qui l'ont soigné avec de la graisse et du feutre. Et après, dans son travail, il a restitué les pouvoirs qu'il avait conférés à la graisse et au feutre, à ces matériaux qu'il utilisait dans ses performances. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et il y a aussi quelque chose, des personnes plus simples, mais qui sont aussi super. Ce sont les bâtisseurs de cathédrales. Parce qu'en fait, la cathédrale a quelque chose de très fragile, parce qu'elle a de nombreuses ouvertures. Et donc ça fragilise la construction. Et en plus de ça, ils ont eu le projet de la faire très très haut, de la faire monter très haut. Et donc ils se sont mis presque en porte-à-faux avec le fait de bâtir. Il faut que ce soit solide. Ils ont repoussé les limites le plus loin possible pour exprimer, parce que pour moi c'est une expression. C'est pas pour rien que ça se passe dans une cathédrale, ce type de performance architecturale. Voilà, c'est en relation avec ce qui se passe à l'intérieur du lieu, notamment pour faire rentrer de la lumière à travers des vitraux
assez exceptionnelle, quoi. Et la dernière personne, c'est Fabienne Verdier. Elle m'intéresse par rapport à sa recherche concernant le juste geste. Voilà. Donc, et l'importance qu'elle accorde au vide et au plein dans son travail. Voilà, là, ce sont les trois personnes phares qui m'interpellent et qui me touchent. Voilà. Je veux interrompre pour demander à peu près quand est-ce que ces inspirations ou références, quand est-ce qu'ils ont entré dans tes pratiques? En fait, ce sont des personnes que je connais, ces lieux que je connais depuis longtemps, puisque quand j'étais avec durant mes études, là, on a beaucoup. Et là, l'horizon était très, très largement ouvert. Mais je me suis aperçue, il y a une dizaine d'années, que c'était des personnes des façons de faire qui me inconsciemment, j'ai pas réfléchi, que je pouvais retrouver dans mon travail. Voilà, donc du coup j'ai fait un lien de cette manière-là. Mais il y a une dizaine d'années, ça veut dire que c'était moitié chemin ou Non, c'était pas moitié chemin, parce que j'ai un certain âge quand même, pour pas dire un âge certain. Et mes études, c'est quand j'avais 24, 28 ans, peut-être un peu plus. Et voilà, quoi. Donc il y a un certain temps. Voilà. Ma question serait, mais alors après les études, tout de suite, tu as commencé à faire de l'art? J'ai commencé, je faisais de grandes encres à l'encre. De grandes encres à l'encre, oui, je me répète un petit peu. Et de très grands formats, des visages en fait. Je travaillais sur des visages de très très grands. Ce qui faisait que quand on s'approchait, il n'y avait plus que la matière et la ligne, chose qu'on retrouve ici. Mais ces grands visages, j'ai abandonné la figure. Sauf, je dis abandonné, mais pas complètement, puisque dans l'expo, il y a une installation, un accrochage avec 6 panneaux de 30 sur 30, donc qui sont des encres sur papier marouflées sur toile, et qui représentent donc des visages. Alors, c'est une anecdote peut-être, mais pour moi c'est très important, parce qu'en fait je l'ai réalisé après la mort de ma marraine, qui avait 104 ans. Et donc j'étais très touchée par cette mort-là. Et j'ai fait des séries de portraits dans un premier temps. Et je les ai laissés dans un coin. Et il a fallu 3 ans pour que je puisse choisir les 6 que je pouvais montrer. Et surtout organiser entre eux ces 6 toiles sur lesquelles reposent les dessins. Parce que certaines d'entre elles, en fait, sont présentées à l'envers, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et après l'avoir fait, je me suis aperçue, en fait, ça fonctionnait comme un miroir, comme si le monde d'ici était en miroir avec le monde de là-bas ou d'en haut. Bon, après, peu importe comment on voit les choses, mais c'est ce qui a motivé. C'est ce qui ressort de l'expérience que j'ai faite, moi, à travers cette série. Parce que tout se passe au niveau de l'expérience, et après, il y a le sens qui se dégage, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Et je vois aussi les sculptures qui sont accrochées au mur, mais je n'arrive pas à déchiffrer le matériel ou les matériaux. Alors, est-ce que tu peux aussi décrire ces objets? Oui. Donc, pour décrire, je pourrais commencer peut-être par des réflexions du public, des personnes qui rentrent, qui me disent « Ah, vous travaillez avec du bois, madame. Vous travaillez avec des végétaux. C'est ça votre matière première ?» Alors, je leur dis « Non, c'est pas ma matière première. C'est-à-dire que ça ressemble énormément au bois ou à des végétaux. C'est un trompe-l'œil quasiment, même si c'est pas mon idée première. Et au niveau des matériaux que j'utilise, donc il y a de la cendre, des pigments, des encres et toutes sortes de papier japonais, papier coréen à base de mûrier et même du papier journal.
et le souffle du séchoir qui me permet de sculpter la matière que je garde, donc la forme qui apparaît avec le souffle, bien que je renvoie à sa platitude première, si ça me convient pas, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que... Donc là, il y en a plusieurs qui évoquent le bois. J'ai appelé ça des grandes bribes, et elles sont accrochées comme un couple, en fait, au mur. Voilà. Avec des épingles, donc là c'est pareil, il y a un décalage entre l'aspect matière et lourd de l'objet. Finalement c'est un objet, même s'il n'a pas une fonction particulière, et par contre c'est épinglé au mur, donc quand on s'approche on se dit mais il y a un problème là parce que c'est lourd, c'est épinglé, non, donc c'est pas lourd, donc du coup ça questionne le regard, la perception qu'on a de la chose. Et c'est là qu'on rejoint en fait les trois sources d'inspiration que tu nous as évoquées tout à l'heure, parce que c'est ce qu'on retrouve en fait visuellement là dans la galerie. Donc j'invite les auditeuristes à venir te voir et à voir ce que tu fais, parce qu'on retrouve cette notion de fragilité, comme tu disais, chez les bâtisseurs de cathédrales. On retrouve cette notion donc de plein de vide, d'utilisation de la matière. Et oui, ce trompe-l'œil, et j'ai perdu le fil sur le premier artiste qui t'a inspiré. Voilà. Le pouvoir attribué aux matériaux. Voilà. Et donc, oui, ce trompe-l'œil-là, où effectivement on arrive dans une galerie où on croit voir quelque chose de lourd, et en fait il s'en dégage une délicatesse, une fragilité, et en fait oui, entre l'apparence, entre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, on le retrouve. Vraiment. Oui, tout à fait. Cette légèreté, cette fragilité, cette délicatesse dans tes œuvres. Et il y a juste un petit truc pour moi qui est important, dont on n'a pas parlé. Et il s'agit du son qu'on entend dans l'espace. Et j'ai tenté de l'enlever. Et en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas l'enlever. Parce qu'en fait, il est vital pour le lieu et pour moi. Et pour nous, parce qu'en fait on respire tous, et ce son en fait c'est le souffle, c'est mon souffle en l'occurrence, et le souffle que chacun a, le souffle de vie que chacun a en soi. Et en fait ce souffle ici, c'est le souffle qui a été, c'est une œuvre sonore et poétique qui a été créée par moi dans l'intention de soigner la terre, les humains, les plantes, les animaux, donc le vivant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque les gens rentrent à l'intérieur du lieu, ils parlent pas entre eux la plupart du temps, ils sont posés, et ça leur permet de se recentrer et de se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est une petite victoire, parce que j'ai eu des échos comme ça. Et enfin, une victoire, c'est pas une victoire, c'est un sentiment de réconfort, voilà, de savoir qu'on peut, par ce biais d'espace créé, faire ressentir à des gens que finalement ils peuvent se connecter reconnecter avec eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Scott Serre, encore. J'étais étonné d'entendre Beuys comme les inspirations, parce que c'était quelqu'un qui son œuvre, c'est quasiment tout très ironique, agressif, provocateur. Bon, pas tout, mais je vois comme ça. Ah, ok, voilà, merci. Alors, je partage pas cette opinion. Voilà. Joseph Beuys est pour moi quelqu'un qui travaille avec l'invisible, avec ce qui ne se voit pas. Et il a mis en scène, par exemple, quelque chose c'est une performance qui est assez connue. Donc, c'est une pièce aussi grande que la pièce dans laquelle je montre mon travail. Il s'est enfermé avec un coyote. Il avait une cape en feutre, je crois. Et en fait, ça peut paraître comme ça complètement... je sais pas, j'ai pas le mot, mais
très insolite en tout cas, mais c'est insolite, mais bon, ça peut paraître extravagant, un peu fou. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était la relation du sauvage au civilisé et la relation que peuvent entretenir deux êtres à l'opposé l'un de l'autre, quoi, parce que ce sont des êtres vivants, même si l'un est un animal, l'autre est un être humain. Et c'est là-dessus que sa performance a tourné. Voilà. Et après, chacun prend l'événement, le ressent à sa façon. Il y a aucun problème. Mais en ce qui me concerne, et puis d'autres personnes aussi, c'est comme ça que ça s'est. Enfin, un des objectifs, c'était ça, quoi. Un petit creux, un ange qui passe. Et voilà, non, c'est pas permis sur la radio. Voilà, sur la radio. Mais bon, moi j'aimerais revenir sur le parcours et l'engagement de présenter l'art et comment, où est-ce qu'on peut trouver votre travail, ton travail et voilà, dans cet ordre, si c'est possible. Donc mon parcours. Mon parcours, j'ai commencé par une formation d'éducateur spécialisé. Voilà, donc je me suis intéressée à l'humain énormément. J'ai travaillé 10 ans comme ça. Après, non même, oui. Et en même temps, après, enfin, c'est un peu compliqué à dire en détail. J'étais à la fac en arts plastiques à Aix, donc j'ai maîtrise CAPES. Et après, j'ai été enseignante. Je suis intervenue dans les musées de la ville d'Avignon. On a mis en place des ateliers. Je travaillais pour l'association pour la recherche et la création artistique sur Avignon. Voilà, après il y a eu en même temps il y avait des expos au Cloître Saint-Louis, à la Chapelle des Célestins, des performances dans les rues, voilà et voilà et pour découvrir, à part l'expo ici. Oui, alors je suis dans le milieu, je suis dans le milieu avignonnais, donc ça marche beaucoup, c'est beaucoup de bouche à oreille, et puis on voit où on peut présenter le dossier pour que le travail soit montré. Donc là récemment il y a eu le Château du Bossé, donc il y a eu la Porte Rouge à Avignon, il y a eu le Cloître Saint-Louis à Avignon, voilà. Et ici, bon, il y a une amie qui avait exposé, qui m'a dit regarde, et puis donc j'ai présenté mon dossier, et voilà, et puis je me retrouve ici, je suis très contente, parce qu'il y a une super équipe. Voilà, et des gens très sympas, et voilà, donc et beaucoup de monde, et des rencontres avec des artistes qui sont vraiment très enrichissantes aussi, quoi. Et ton art qui résonne aussi avec ce lieu où on est, je ne parle pas que de Serres, mais de cette nature très puissante qu'il peut y avoir tout autour de nous. Mm-hmm. Et le lien, donc, toujours, parce que c'est peut-être ça qui m'interpelle aussi, mais avec la fragilité, avec la délicatesse, tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, question qui n'a rien à voir avec où tu exposes, où on peut te trouver ton parcours, mais est-ce qu'il y a toujours eu, dans ton travail, ce lien avec la nature ? Non. Il n'y a pas toujours eu le lien avec la nature. Auparavant, c'était que l'humain. C'était l'humain, c'est-à-dire le portrait. Mais alors, de plus en plus, ce qui s'est passé, c'est que je me suis débrouillée. Je voulais que je superposais. J'étais toujours à l'encre. Je travaillais toujours à l'encre. Mais c'était des superpositions, des effacements du trait, de contours. Et en fait, ça devenait tache, ça devenait matière. Et donc, j'ai gardé de ce travail précédent la ligne qui permet de représenter, qui permet d'identifier parfois, pas toujours, et puis la matière. Donc ça, c'est deux éléments qui conditionnent mon travail et qu'on retrouve, que ce soit dans les encres ou que ce soit dans les grands formats,
dans les plus grands formats, plus matiérés, où la matière est beaucoup présente, mais du coup là c'est la ligne du contour qui va dessiner. Enfin bon, c'est tout un jeu entre la ligne et la matière et la ligne. Il faut venir voir, comme ça vous verrez vraiment ce que je vais vous expliquer. Peut-être maladroitement d'ailleurs. Pas du tout. Non, c'est très bien expliqué, on te remercie beaucoup. D'ailleurs, on est bientôt à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais évoquer de plus ? Si ce n'est d'inviter les gens à venir voir ce que tu fais. En tout cas, tu présentes sur Serre-les-Arts encore aujourd'hui, Pastille 11, rue toujours donc Henri Peuzin. Très intéressant. Merci. Voilà, très très intéressant sur le travail de la matière, effectivement, des couleurs, des traits. Et donc on va te remercier. Merci. Beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditoristes, que vous retrouverez donc le podcast de cette interview sur le site donc de KTB ou sur l'application de KTB. Voilà, et on va rendre l'antenne en te remerciant. Catherine. Merci beaucoup à vous.